de l'autre côté, ça dévie, frappe et on va le lever! Les Sabres n'ont pas dit leur dernier mot. Ils gagnent ce match numéro 4 et créent l'égalité 2-2 dans cette série. Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver malgré la grisaille extérieure sur le Québec et la défaite du Canadien. Donc, quelque part, la grisaille intérieure. Aujourd'hui, il pleut partout, même sous les toits. Tout est donc à refaire encore pour le Canadien contre les Sabres. Demain, à Buffalo, commence une série 2 de 3. Les Sabres ont l'avantage de la glace. On dit du Canadien qu'il joue mieux à l'étranger. Il va falloir que ça paraisse. Les Sabres tombeurs du CH par la faible marge de 3-2 hier soir à Montréal. Une défaite qui demeure plus difficile à expliquer. 24 heures plus tard, seulement un but en 7 occasions. En avantage numérique, vous venez de le voir. Caulfield qui ne score pas à 5 contre 5. Un CH moins investi, moins engagé. Un club Est-Ouest davantage que Nord-Sud. De la dentelle plus que de l'autorité vers la cage d'Ukko-Pekka Luukkonen, que le tricolore n'a pas beaucoup visité de toute la soirée. Une bien curieuse distribution de temps de glace de la part de Martin Saint-Louis, notamment moins de 4 minutes à Albert Xhekaj, moins de 10 à Bolduc, moins de 9 à Doc, moins de 8 à Veleno et plus de 23 à Juraj Slafkovský, qui a paru mêlé et décousu et qui a paru endormir au moins 18-19 des 23 au cours de la soirée. Méfiez-vous de ceux qui vont tenter de vous dire que la meilleure équipe n'a pas gagné hier soir. C'est faux. La meilleure équipe, hier soir, a gagné. C'était les Sabres de Buffalo. Examen de conscience à faire pour le Canadien, qui, dans la série contre le Lightning, les ayant dans les câbles, a erré également au match numéro 4. Et cette série s'est finalement décidée par la faible marge d'un but au 7e et décisif match. Avant de poursuivre sur le tricolore, un mot sur la victoire de Montréal, plus légère sans doute ayant fait le vide suite à cette épidémie de gastro-entérite qui a frappé de plein fouet les joueuses de la victoire. Eh bien, elles sont parvenues à éliminer le Frost du Minnesota avec un gain de 2-1 acquis sur le but vainqueur de capitaine clutch Marie-Philippe Poulin hier soir à la Place Belle de Laval. La victoire a maintenant rendez-vous avec Ottawa en grande finale de la LPHF, une première pour l'équipe de Daniel Sauvageau et Corey Chevry. Nicolas Martineau est avec nous maintenant pour parler de cette journée lendemain de veille du Canadien. Nicolas Martineau est à JE. Je viens-tu de dire Nicolas Martineau? Oui. J'ai dit Nicolas Martineau. Hey, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Pas la première fois que ça arrive, par contre. Quelqu'un a semé dans ma tête qu'il était de retour dans l'univers. Oui. Il est donc à JE. Il est à JE. Quelle belle embauche en passant. Formidable. Ça, c'est un talent naturel, oui. Alors, Nicolas Cloutier est avec nous. Ça va, Nico? Ça va, toi? Excellent. Le Forum avait ses fantômes. Nous, on a une porte maudite. Le Centre Bell a une porte maudite. Mais moi, j'ai pas appelé les fantômes, mais j'ai appelé les dieux du hockey sur celle-là. Oui. Dire, les gars, réveillez-vous, là. Ah, exact. Mais je pense que oui. Pas de résultat sans effort. Pas de résultat sans labeur. Pas de résultat sans respect élémentaire de la gang. Ça me fait penser à la publicité d'introduction de JC. Pas de victoire sans cœur. Pas de victoire sans caractère. Mon Dieu, j'étais jeune. Oui, je sors ça des boules à mythe. Mais oui, comme tu le dis, je pense que les dieux du hockey ont rendu un verdict, là, parce que je suis de ton avis. Cette victoire-là n'était pas... Bien, la victoire n'aurait pas été méritée si elle avait été du côté du Canadien. Par contre, cette porte devient tout de même, Jean-Charles, un problème. Parce que moi, en faisant mes recherches à temps perdu, là, en fouillant, j'ai trouvé au moins 4 incidents, cette saison seulement, qui impliquent la dite porte. Il y en a un seulement qui a souri aux Canadiens. C'était un but de Philippe Danault contre Toronto. Il y en a un autre qui ne s'est pas résulté par un but. Jakub Dobeš sortait de son filet et il a réussi à sauver la mise contre les Panthers de la Floride. Mais cet incident-là l'avait assez traumatisé pour qu'il ne sorte pas de son filet. Ouais. Ça, c'est la première fois. C'est Jacob Fowler contre les Red Wings de Détroit. Bon, Raymond hérite d'une cage
béante. Ensuite, c'est ça. Là, Philippe Danault, c'est la fois que ça sourit au Canadien de Montréal. La seule fois là, parmi les 4 qu'on a dénombrés. Ensuite, ça, c'est l'incident qui a traumatisé un peu Dobèche. C'est pour ça que Dobèche n'est pas sorti de son filet hier soir. Parce qu'il savait que ça pouvait arriver. Il savait qu'il y avait cette fente là, métallique là, proche de la porte de la Zamboni qui pouvait lui jouer des tours. Mais ironiquement, ça lui a aussi joué un tour. Parce que si Dobèche sortait de son filet, Jean-Charles, hier soir, ben Tage Thompson ne marquait peut-être pas sur ce dégagement-là. Exact. OK, Lindy Ruff trouve que les joueurs du Canadien plongent beaucoup pour provoquer des pénalités. Celle-là, je la trouve bien bonne. C'est une façon pour le bon vieux renard Lindy de ne pas mettre la chaleur sur Rasmus Dahlin et Tage Thompson qui ont fait ce qu'il faut hier pour tomber en vacances rapidement, c'est-à-dire mettre leur équipe dans le trouble avec de l'indiscipline crasse. Ben moi, je croyais entendre Martin Saint-Louis au premier tour. C'était le comble de l'ironie. Martin Saint-Louis qui avait dit au premier tour, les joueurs du Lightning sont donc expérimentés et donc bons pour nous faire prendre des punitions. Donc, finalement, on dit, c'est correct, là, de l'autre côté, ils vont mettre de la moutarde, mais ne leur donnons pas l'occasion de mettre de la moutarde. Et Kaden Goulet a envie de dire qu'il a déjà compris comment la game se joue en séries éliminatoires. Est-ce qu'il a été poussé? Oui, mais bon, déjà en vétéran, jeune vétéran rusé, il en a mis juste assez pour attirer l'attention de l'arbitre. Là, après, là, on peut parler de boussole morale, là, puis on peut passer beaucoup de temps là-dessus, mais il n'y a aucun chrétien qui a gagné la Coupe Stanley, Jean-Charles. Si l'autre équipe va le faire, toi aussi, tu es tenu de le faire. Tout le monde joue cette game-là. Alors, parlons-nous dans le blanc des yeux, et j'ai adoré la réponse de Martin Saint-Louis. On va l'écouter. Ça fait qu'il parlait de son équipe aussi. Ça, c'est à travers de ses lenses. C'est lentilles. Oui, ça, c'est ses lentilles. Là. Fait que moi, je commenterais pas c'est de comment il voit ses lentilles à lui. Là. Sa vision des choses. Hein. Je trouve que les calls d'un bord ou de l'autre, ça s'équivaut pas mal. Fait que je m'arrête pas à ça. Il a raison. Ben oui. OK. Beaucoup d'observateurs, dont je suis. Oui. Tu le savais depuis le début, en passant. Je vais te donner le crédit, là. Jamais tu as sous-estimé les Sabres de Buffalo. Non, je sais. Oui. Mais à 2-1, j'ai dit c'est fini. Ah bon? On les a dans les câbles, c'est terminé. Donc, moi, je pensais déjà aux Hurricanes de la Caroline. Là. Je comprends. Non, mais à 2-1, je commençais à dire... Avec l'allure des matchs, la baie de Caroline, comment va falloir jouer ça pour les battre? Fair enough. Alors, c'est une grossière erreur. Mais sous-estimer ou enterrer trop vite les Sabres est une pire erreur encore. Puis ça, je me le serais pas permis avant la série. En même temps, je regardais ça hier. Si j'ai une conviction après les 2 victoires et les 2 défaites, le Canadien est meilleur que Buffalo. Oui. Et si le Canadien joue son match, les Sabres sont morts. Absolument. Le Canadien a refusé de jouer son match hier. Mais les Sabres ont joué le leur. Ils ont joué et le match des Sabres, on l'a vu en 3e période. Les Sabres ont des défenseurs qui sont énormes, mais aussi des défenseurs qui patinent. Et ils ont fait quelque chose de diablement efficace. On appelle ça le low zone collapse dans le jargon hockey. En protégeant une avance en 3e période, ils ont joué à 5 joueurs en bas des cercles des mises au jeu, comme vous allez le voir. Et ça faisait en sorte que il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de ligne de tir. Ils sont tellement gros. Si en plus les Sabres décident d'inonder l'enclave, ça va vous prendre d'énormes efforts pour atteindre le gardien Ukko-Pekka Luukkonen, qui était déjà en plus brillant hier soir. Donc, OK, mais tu viens de voir cette séquence. Oui. Goulet n'a aucune raison de prendre 1 seconde et demie. Sur la passe d'Hudson, il doit tout de suite... Il a la ligne de tir. C'est tout de suite action-réaction. Hier, là, nos petits dribbleurs de fantaisie qui jouaient au parc encore hier soir, le problème est là. Comment tu bats ça? Sinon, tout le monde va jouer de même, personne ne va scorer. Sélection des tirs. Il y a moyen de battre ça. Il faut que tu joues rapidement. Le Canadien est capable de jouer rapidement. Hier, tout le monde était hésitant. Je suis beau. Regarde maman, j'ai la rondelle. Arrête, Armand. Descends ça au filet. Tout de suite, garoche en bas, provoque des choses, sort le scraper à neige. Mais quand ça fonctionne, Martin Saint-Louis dit quoi? On a passé le match avec la rondelle et l'équipe n'a pas pu toucher à la rondelle, l'équipe n'avait pas d'oxygène. Quand les jeux de fantaisie fonctionnent, Jean-Charles, on ne tient pas ce genre de discours, mais on le tient quand, finalement, la rondelle n'a pas rentré et, les Sabres ont joué le match qu'ils devaient jouer. Et Martin Saint-Louis était excellent là-dessus. Je lui ai dit, OK, parfait, c'est bien beau. Quand les Sabres inondent l'enclave de même, c'est quoi la solution? Parce qu'après, tu dois te mettre à jouer au hockey. On va l'entendre là-dessus. OK. C'est parce que des fois, t'as 3-4 goalers, tu sais.
On va trouver une solution. C'est dur de générer de bonnes intentions, parce que, comme je te dis, il était 3-4 en avant du goaler. Fait que c'est dur de shooter de là quand ils sont tous là. Fait que c'est de continuer à jouer ensemble et peut-être un petit peu plus calculer sur la sélection de lancer. Si tu nous donnes ce temps-là dans la zone offensive, je suis pas mal sûr qu'on va être correct. Optimiste, lui, en tout cas. OK. Alors, tout est à refaire. Ouais. Les cadrans sont à 0. Qui le cru? Le Canadien aime ça, visiblement. Après une défaite, Canadien, rebondit, toujours rebondi. Toujours. Ouais. On va voir ça demain. Merci, Nicolas Cloutier. Excellent. Merci, Jean-Charles. Samedi et dimanche, les Blue Jays débarquent à Détroit pour affronter la recrue de l'heure, Kevin McGonigal. Toronto-Détroit, samedi et dimanche à TVA Sport. Aussi sur TVA Sport Direct. Aura lieu à La Chute au cours du week-end du 15 au 17 mai le MotoFest, une classique MotoFest, le plus gros événement de moto de l'Est du Canada. Quelqu'un que j'aime beaucoup et que je connais bien, Jeff Boudreau, est avec nous pour en parler, puisqu'il est le porte-parole de l'événement, acteur, comme vous le savez, brocanteur, restaurateur, chanteur à ses heures, puis pas à moitié d'un chanteur, puisqu'il nous offre les hymnes nationaux à l'Allegria. Comment ça va, Jeff? Seulement un. Je chante pas l'hymne Le national deuxième américain. demain. Ah oui, non, exact. Non, on n'en chante rien qu'un. Ouais. C'est déjà beaucoup pour toi. Pour un péquiste, oui, qui chante au Canada. Hey, merci de me recevoir. Grand de plaisir. donner un peu d'attention à la classique MotoFest. Oui, je suis ambassadeur pour cet événement-là. Qu'est-ce que c'est exactement la classique MotoFest? Ouais. Il y a 18 ans, ça a parti avec une gang de chums qui se sont dit « Hey, juste histoire de se remettre un peu en selle puis de se réchauffer, on se fait une petite ride. » Il était 10-12 gars à l'époque, il y a 18 ans. Maintenant, c'est des milliers de personnes qui viennent de partout au Québec et en Ontario et qui participent à la classique. Wow. Et maintenant aussi, il y a la portion festival, MotoFest. C'est-à-dire qu'il y a plein de kiosques. Vous débarquez là-bas, c'est gratuit. Vous êtes en mesure de connaître les nouvelles tendances. Ça jase mécanique, ça jase voyage, vêtements. Et ce qui est assez exceptionnel avec le MotoFest, tu as 11 concessions de motos qui sont là et vous pouvez les essayer. Parce que tu vas au Salon de la moto à Montréal, c'est intéressant, mais c'est contemplatif. Tu regardes les motos, tu t'imagines dessus, c'est le fun. Ouais. Et régulièrement, quand vient le temps d'acheter une moto, c'est pas tous les concessionnaires qui te permettent de l'essayer, ou qui en ont une démo. Je comprends. Là-bas, vous allez pouvoir les essayer. Il y a une centaine de motos qui vont être disponibles. Les gens qui sont intéressés par un Spider aussi, il va y avoir des Spiders. OK. Et évidemment, il y a la portion, la classique, c'est-à-dire une randonnée le samedi, Et là, une ça randonnée campe, dimanche. quoi? Oui, ça peut camper là. Vois-tu, ça, c'est une belle image, là, justement, là, du nombre de... Moi, je suis là, à gauche. Moi, je t'avais reconnu. Oui. Donc, c'est ça, c'est vraiment un Les esthétique. cheveux longs là-dessus, par exemple. T'as un peu les cheveux longs, oui. Vois-tu, regarde, ça, c'est à la chute, justement. Il y a les roulottes, tu peux camper là. Les départs, les motos sont de l'autre côté. Pardon. À la base, c'était vraiment des motos de style aventure. OK. Donc, semi-route, semi-trail. OK. Maintenant, pour accommoder plus de motocyclistes, c'est des motos aussi, des motos de route. Il y a tous les styles. Oui, de tous les styles. Pourquoi la chute? Parce que... OK. Non, mais j'imagine que les fondateurs sont des gars de la chute. c'est des gars de Gatineau. Ouais, des gars de l'Outaouais. C'est pas bien loin. C'est pas bien loin. C'est bucolique, c'est très beau, la Oui, chute, puis je te hein. dirais, c'est vraiment les paysages. C'est les paysages, les routes dans ce coin-là. Ouais. C'est intéressant aussi, il y a beaucoup de monde qui vient de l'Ontario. Fait que, c'est un mi-chemin. On essaie de faire une espèce de in-between, pour parler en bon japonais, là. Alors, tout le week-end, 15 au 17, pas besoin d'avoir un permis de moto. Oui, pour en essayer une, mais pour y aller, tout simplement, allez wearer, allez vous tenter et peut-être décider de suivre votre cours, prendre vos licences et vous acheter une belle moto. Là, si tu me MotoFest. permets, là. Oui. J'en profite, puis il y a sûrement des motocyclistes qui vont être là en fin de semaine. Patentez-nous des écrans géants qu'on peut regarder le match le samedi soir. M'en allais là. T'es un maniaque de hockey, du oui. Canadien, on a la fièvre des séries, on regarde ça. Ils vont faire quelque chose samedi. Pas le choix. On ne peut pas regarder ça sur nos cellulaires. Là. Ça nous prend un écran, quelque chose. Pour regarder l'excellent capitaine Ed Sheeran. / Daline. Alors, oui.
C'est très bon. Alors, le message est lancé aux organisateurs. Yes. Toi, tu passes le week-end là? Je passe le week-end là. J'arrive là vendredi. Sinon, je vais le faire parce que tu le feras pas. On a un restaurant, on est partenaire, nous autres, dans un restaurant. Et on présente les matchs. Malheureusement, on a une petite salle, c'est toujours complet. Et demain... C'est complet. C'est complet, je le sais, c'est complet. En mais fait, il y a eu, plus le Canadien va se rendre en fait, loin en série, puis on va être en mesure de recevoir ces gens-là. Exact. Il y a eu une petite erreur de com. Il y a 3 places, là, parce qu'il y a eu un double booking. Oh. Fait que là, il y a 3 places, mais déjà, on est presque complet pour samedi, mais il reste de la place encore. Il est encore temps. Ambiance folle. Oui, absolument. Avec le Roger Doucet des temps nouveaux à l'hymne national, mesdames, messieurs. Juste pour ça, ça vaut le détour. Merci, mon chum. Bon festival. Merci à toi. On va s'arrêter en pause. On a beaucoup de matériel pour vous autres d'ici 19h ce soir. L'œil aiguisé de Philippe Boucher, avec qui j'ai passé une large partie du match d'hier. Et ses analyses sont toujours aussi fines que pertinentes. On va lui parler en cours de route ce soir. On va également retrouver mon camarade Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment a-t-il trouvé son grand retour hier? On parlera du camp d'entraînement des Alouettes également au cours du beau programme. En fait, on va le faire au retour avec Alexandre Gagné. Le camp des Alouettes bat son plein dans les installations du Rouge et Or au PEPS de l'Université Laval à Québec, le stade TELUS. Avec nous, le vétéran des Alouettes, Alexandre Gagné. Alex, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Le football est recommencé, fait que ça n'a pas le choix de bien aller. Là. Ça repart vite, il me semble, mais sûrement pas assez vite à ton goût, hein? Ben là, c'est ça. On se rend compte, les gars, puis la saison morte a tellement passé rapidement. C'est comme si on s'était pas quitté, là, mais là, c'est sûr qu'une fois qu'on est tous ensemble, on a juste envie que la saison commence puis de retrouver nos partisans. Là. Parle-moi de la qualité des infrastructures, parce que le bruit que j'entends est à l'effet que vous êtes tous pas mal très heureux de vous retrouver dans ces installations NEC plus Ultra. Là. Ah, évidemment. Là, on n'aurait pas pu être mieux accueillis là, de la part de la Ville de Québec et de l'Université Laval. Danny l'a déjà dit aussi dans d'autres entrevues, il y a eu l'aide de Glenn en plus là, pour tout ce qui est installation, puis ça paraît. Ça a été construit, ça a été monté par des pros qui font les choses correctement année après année, puis ça paraît dans les installations. On est arrivé, puis vraiment, tout était A1. Là. Déjà une 6e saison avec les Alouettes, Alex, et un fait d'armes. T'as raté aucun match lors des 4 dernières. Au football, c'est quand même pas banal. C'est pas banal. Là. En fait, depuis... là, ça va faire 10 ans dans la Ligue. J'ai pas manqué un match professionnel. Fait qu'en 10 ans, là, j'ai pas manqué un seul match professionnel. Bon, j'ai une couple d'opérations par-ci, par-là, mais j'ai pas manqué aucun match professionnel. Fait que c'est quelque chose que je suis assez content puis que je prends fierté là, dans ma préparation physique et ma préparation mentale. Qu'est-ce que ça fait à un ancien du Vert et Or d'avoir une impression d'être à la maison dans les installations du Rouge et Or? Ah, c'est ça, j'ai contrairement à certains collègues qui ont joué pour l'Université de Montréal, peut-être qui ont des meilleurs souvenirs là, sur ce terrain-là. Moi, j'ai des souvenirs un peu plus post-traumatiques. Là. Mais tu sais, d'être là, bon, puis de compétitionner sur le terrain... c'est le temps drôle là, d'être capable d'en parler puis de dire, de regarder, faire la comparaison des infrastructures avec les gars du Rouge et Or. Là. 25 plaqués sur les unités spéciales la saison passée, 2e rang de toute la LCF. Comment tu abordes la saison à venir, Alex? En espérant la commencer comme l'année dernière. Ça, c'est sûr que ça commence comme du monde avec une belle performance. C'est ça l'objectif, de mettre le ton. Pour que ça soit pour notre organisation, mais pour la Ligue au complet, là, qu'on se dise que les Alouettes de Montréal sont là pour gagner, puis rien de moins que ça. Là. On vise la Coupe Grey, puis on s'en cache pas. Là. C'est la Coupe Grey, puis seulement la Coupe Grey, puis pas s'y rendre, mais la gagner. C'est ça l'objectif, puis on veut commencer dès le jour 1, que ce soit moi personnellement ou que ce soit l'équipe. On veut commencer fort, puis on veut commencer fort dès la première partie. Peut-être que je me trompe, corrige-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression qu'après la dernière saison, il n'y avait aucun doute dans ton esprit que tu voulais poursuivre ta carrière au football canadien. Puis je suis pas certain que tu n'as pas douté dans les saisons précédentes quand elles se sont terminées, y incluant après la victoire à la Coupe Grey.
Mais c'est sûr que tu y penses. T'sais, à chaque année, tu y penses. Puis surtout, moi, j'ai une femme, des enfants. Puis c'est une réflexion qui se passe pas tout seul. Je dois la faire avec ma famille. Je dois la faire avec moi-même, faire une introspection. C'est sûr qu'il y a certaines saisons que tu finis, tu as été plus magané. Les lendemains de match sont plus difficiles. Je me souviens à la fin de 2024, là, j'avais un ligament qui était déchiré dans le coude. Puis j'ai dû jouer avec un attel. Puis c'est là que tu te dis, pendant ce temps-là, j'étais capable de lancer un ballon à mon garçon. J'étais capable de le prendre dans mes bras. Fait que ça te met à penser 2 fois, à dire, là, je suis en train de m'hypothéquer. Par contre, après la saison passée, une saison où tu es en santé, tu te sens bien, puis que tu as l'impression que l'organisation s'en va dans la bonne direction, mais là, c'est sûr que tout est plus facile. Il y a certaines années que la réflexion est plus longue que d'autres. Je te dirais qu'après l'année passée, surtout avec la défaite qu'on a eue à la Coupe Grey, puis avec le sentiment du devoir non accompli que j'avais puis qu'on avait, je pense que la décision a été assez rapide là, avec de dire qu'on va être de retour avec les Alouettes. Tu as beaucoup d'expérience au football canadien. C'est pas ton premier barbecue. Qui se distingue au camp d'entraînement, particulièrement, là, où un gars que tu dis depuis l'an dernier est arrivé, il est transformé. Lui, d'après moi, va connaître toute une saison. Il y a un groupe que moi, je trouve j'ai l'impression qu'ils sont vraiment allés chercher une coche de plus. C'est le groupe de receveurs avec Davis. Je trouve que vraiment, ils sont allés chercher une coche de plus. De l'année dernière, il y avait déjà une chimie de où que Davis arrivait à cause qu'il était sur l'équipe de pratique, puis il a comme évolué avec ces gars-là. Maintenant, Davis, l'année passée, il a fait vraiment le premier step de comme leader, puis comme vraiment le corps arrière des Alouettes de Montréal, la face de la franchise. Puis je trouve que cette année, ça paraît encore plus. Les gars sont arrivés prêts, sont allés s'entraîner comme 2 semaines en Arizona, tout le monde ensemble, puis ont même pensé à inviter Stern, un gars qu'on a signé durant la saison morte, qui était à Winnipeg tout récemment. Puis ils l'ont invité pour que, justement, il soit partie de la gang. Tu sais, la chimie d'équipe qu'on parle depuis la Coupe Grey qui est si importante, mais il n'y a rien qui est plus vrai que dans cet exemple-là où qu'un gars qui vient de signer a été invité avec le groupe de receveurs pour s'entraîner avec le corps arrière partant. Je pense qu'en arrivant à jour 1, on a déjà un attaque qui est assez poli, là, qui est assez pur, puis qui est prête à embarquer sur le terrain. Puis que, tu sais, même un gars comme Stern, là, je suis capable de dire que c'est une belle découverte, surtout qu'on le sait que Rambo est parti. Ouais. Austin Mack est parti. Fait que, tu sais, ça va être un bel ajout là, à notre groupe de receveurs qui est déjà des vétérans. Inévitablement, c'est sûr que, tu sais, on parle de joueurs qui nous impressionnent. Là, moi, je pense qu'à toutes les fois que je vois Tyson Philpott toucher le ballon, c'est quelque chose qui est impressionnant. Puis de le voir en santé, c'est quelque chose qui est juste excitant pour nous, là. Excellent. On se parlera du format des éliminatoires une autre fois, mais par oui ou par non, t'aimes ça? Oui, ça va être intriguant, mais oui, j'ai hâte de voir là, que ça va en live en vraie vie. C'était quasiment un non, oui, un peut-être. OK, bien, on épiloguera une autre fois. Merci, Alex. Salut. Bon camp d'entraînement. Salut, mon chum. On s'arrête en pause. Bambino Marinaro s'en vient au retour des messages. On parlera d'UFC avec Benoît Baudouin tantôt. Et au Colorado, on retrouve Marc-André Perrault. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro, ho-ho, bello, ho-ho. Quelle défaite crève-cœur, man. Mais comment ça se fait que ce... Quelle opportunité gaspillée. Pourquoi on n'apprend pas de nos erreurs? On mène 2-1 contre Tampa, on sort flat au match 4, on leur ouvre la porte, ils nous battent. Finalement, il faut gagner 2 sur 3. La série va en 7, elle se joue sur un but. Oui. On vient de prendre le même risque avec les Sabres de Buffalo, qui nous sont nettement inférieurs par rapport au Lightning, qui était au moins équitable avec nous autres. Qu'est-ce qu'on comprend pas? Où sont tous les gens qui pleuraient parce que les Canadiens n'ont pas fini premier ou deuxième dans la division parce qu'ils n'allaient pas avoir l'avantage de la glace? J'ai dit, toute la saison, ils ont été la meilleure équipe sur la route, à l'étranger. L'avantage numérique était meilleur, le pourcentage de victoire était meilleur. On va prendre au mot. Est-ce que tu peux m'expliquer comment... Si tout le monde pense que Montréal a la meilleure ambiance de toute la Ligue nationale, c'est le meilleur endroit pour regarder un match de hockey au monde,
Comment ça se fait que dans un match important comme le match numéro 3 et le match numéro 4, les premières 10 minutes du troisième puis les premières 10 minutes du quatrième, ils étaient flat comme un 7-up, pas de gaz? Balle courbe. On est-tu meilleur sur la route parce que sur la route, Martin peut moins coacher? Non. On est meilleur. Ils sont meilleurs sur la route. J'ai vu que tu y as pensé. C'est une pas pire question, pareil. De temps en temps, t'en poses des bonnes. Merci. Bienvenue. 500 000 par année, il va falloir t'en poses des bonnes de temps en temps. Je suis fatigué. Écoute-moi bien. Moi, je trouve que cette équipe-là cherche toujours le jeu parfait à la maison. Ils veulent marquer toujours le but de toute beauté au lieu de marquer un but de n'importe quelle façon. Peut-être que j'exagère un peu pour faire un point. Pas. Mais l'avantage numérique, comment tu peux avoir autant de talent sur l'avantage numérique? Avoir le deuxième meilleur buteur au monde, un des 6 meilleurs pointeurs au monde, un des meilleurs attaquants de puissance, jeune attaquant moderne au monde, un des deux meilleurs défenseurs au monde, un des 2 meilleurs carrières au monde, et la deuxième meilleure recrue de la Ligue nationale. Et avoir un avantage numérique qui est tellement prévisible. Hey, ma mère regarde 4 matchs par année, elle savait que Demidov attendait la passe du cercle des mises en jeu du côté droit pour essayer son lancer frappé qui frappe soit le goaler, soit le poteau, soit la barre transversale, soit il rate le but, ou soit il casse son bâton. Mais à un moment donné, est-ce que le Demidov créatif qu'on a connu durant la saison, que quand on pensait qu'elle allait lancer, passait, puis quand on pensait qu'elle allait passer, lançait, qui n'était pas prévisible, puis est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, voir l'avantage numérique, ou est-ce que c'est pas juste la rondelle qui bouge, mais les pieds des joueurs, puis Demidov qui est du côté du cercle des mises en jeu du côté droit, lui, il rentre vers l'enclave, Slav qui est à l'enclave, lui, il descend puis son tir pour aller à droite. Mais moi, être moins prévisible, à un moment donné. Qu'est-ce que Slav fait 50 secondes par minute en périphérie? Il a marqué comment au dernier match en avantage numérique? Il a marqué devant le gardien de but. Devant le gardien de but. En faisant un écran, à 2 pieds en faisant de lui, dévier en rondelle. Ça dévie 2 fois. Pourquoi on n'a personne en screen? Pourquoi on n'a personne qui fait écran? D'autant plus que le gardien de but, il fait 7 pieds 12. Je te le dis. Lukanen, il fait 6 pieds 5, 225 livres. Exact. Puis je suis content que tu me parles d'avantage numérique parce que hier, c'est pertinent. Mais c'est là que ça s'est perdu. Cette occasion. On arrête de parler du mauvais bon, là. Ouais. Non, le match s'est perdu quand les Canadiens n'ont pas préféré. Le mauvais bon, c'est les dieux du hockey qui disent « Réveillez-vous. Réveillez-vous. Si vous n'êtes pas capable de vous réveiller, on va vous réveiller avec un scrap goal. » Le match s'est perdu quand le Canadien avait 2 lancés au but dans l'avantage numérique de 4 minutes à la punition de Byron. Oui, dont 3 minutes 45 avec la première vague sur 4 minutes. Je comprends ça s'est étendu sur 2 périodes. 3 minutes 45 à la première vague. À un moment donné, quand ça ne marche plus, essaye l'autre. Tampa t'a battu le soir où Cooper a mis sa 2e vague en première vague en avantage numérique et on scoré là-dessus puis on a perdu la game. Si c'est bon pour Pitou, ça devrait être bon pour Mignot. On prend des notes, s'il vous plaît. C'est pas parce que je critique Demidov que... Écoute, tout le monde sait que j'aime Demidov, mais Demidov n'est pas le problème. Tony, Demidov n'est pas le problème. Il est le problème en avantage numérique, je veux bien, mais il n'est pas tout seul. Mais remplace-le par Alex Duarte. Le gars, il a 6 buts, man. On a éteint Demidov en lui donnant Jake Evans comme joueur de centre. Et là, Jake Evans se met à faire la passe de trop parce qu'il joue au centre de la 2. Tu joues au centre de la 2, mais tu es un centre de 4. Faut que tu gardes l'ADN d'un 4e trio. Essaye pas de rivaliser d'adresse avec Demidov. Ça marchera pas, Armand. Ça, c'est la première affaire. Ouais. Sauf qu'il y a 11 matchs de jouer en série. Et notre premier trio est toujours atroce à 5 contre 5. Ça, c'est... Tout le monde clamait que c'était un des 3, 4, 5 meilleurs premiers trios de la Ligue nationale. Là. Qui va me dire ça à soir sans rire? Là? Suzuki qui va me dire ça sans rire? Il y en a un qui était bon sur ce trio-là hier, c'était Cole. Caulfield était bon hier. Mais regarde-moi pas me dire que Caulfield n'était pas bon hier. Hey, arrête, là.
Caulfield était bon hier. Hey, dis-moi pas que Caulfield n'était pas bon hier. C'est correct. Il était correct. Il a eu 2 opportunités de tirer au but. Toutes les batailles, il était le premier échec avant. Il a gagné des batailles, il est allé dans les coins de patinoire. Mais c'est pas sa job, tabaslac. T'as 2 opportunités de tirer au but, t'es à 20 pieds du filet, t'as clear shot. T'es seul avec le 6'5". Tu rates le cadre. T'es Cole Caulfield. Faut pas que tu rates le cadre. Arrête, là. Parce que quand un gardien de but... Tu vas être bon vraiment quand tu vas pogner le cadre. Quand le gardien de but est grand, tu cherches le tir parfait. Quand tu scores 51 goals... Debèche a eu cet effet-là sur plusieurs joueurs. Je comprends. Mais quand tu scores 51 buts, tu le mets sur le cadre. T'as vu comment il l'a battu? Des mains vite, vif. Oui. Et un tir entre les jambes. À la glace. À la glace. À côté du filet. Il a besoin d'essayer encore plus. Il a marqué beaucoup de buts comme ça depuis que Martin il a mis dans la tête que c'était bon d'aller là. Lindy Ruff, il a appuyé sur les... avantage. Lindy Ruff, il a appuyé sur les bons boutons hier. Là. Moi, j'avais peur de 2 choses hier. Canadiens, comme étant le favori, parce qu'ils sont mieux comme des négligés. Ils jouent très mal dans la peau du favori. Exact. Tu nous en as parlé ici avant. Puis j'avais peur de Luukkonen, parce que Lyon, le Canadien, l'avait cassé. Ah oui, mais moi aussi, j'avais peur de Luukkonen. Je te l'ai dit, il joue sa dernière carte. C'est la seule carte qui restait. Mais tu sais quoi? La carte a fait gagner le match. Tu sais quoi? Luukkonen ne m'a pas impressionné. On ne s'est pas rendu. Il n'a pas été... Dobeš a été meilleur que Luukkonen hier. On arrête, là. En 3e période, avec 1 but de retard, là, les 2 déplacements gauche-droite de Dobeš avec l'arrêt du bout du bouclier, là, il fait pas ça. Il n'y a plus de match, Tony. Là. Hey. Luukkonen était correct. On ne l'a pas vraiment testé. On ne s'est pas rendu. Peux-tu m'expliquer une affaire? Parce que là, tu dévis le débat avec... On l'a pas testé. Tu vas un peu fort. Tu dévis le débat avec Cole. On montre des faits saillants que Luukkonen, il a fait 3-4 miracles, puis toi, tu dis on l'a pas testé. Je vais te montrer tes faits saillants, toi, des 5 dernières années, puis tu vas te trouver beau, grand, fin, puis brillant. Mais tu sais, ça va durer 40 secondes dans un montage. Tabaslac. Là, tu dévis le débat avec du Demidov. Tu dévis le débat avec du Cole. Parle-moi de Slav à plus de 23 minutes. Parle-moi de Bolduc à moins de 10 minutes, un chiffre en 3e période. Parle-moi de Doc à moins de 9 minutes. Parle-moi de Veleno à moins de 8. Veleno mérité, il aurait dû en jouer 4. Parle-moi de Jacky à moins de 4 minutes. Ça veut dire quoi, ça? Tu joues à la maison, puis t'es pas capable de distribuer du temps de glace à ces gars-là. Ça veut dire que t'as pas confiance en eux, puis t'as peur des sabres. Mais si t'as peur des sabres, qu'est-ce que tu vas faire contre les Hurricanes? OK. Je vais te le dire, là. Si t'as peur des sabres, t'as pas d'affaire dans le carré d'as. Lindy Ruff, il a joué des bonnes cartes hier. C'est pas juste la carte Luukkonen. Quand il a mis Konsta-Lenius comme 2e joueur de centre, et il a pris Ryan McLeod puis il l'a mis à 4e joueur de centre, le 4e trio des Canadiens hier, ils ont fait rien. Pourtant, McLeod n'a pas joué. Il a joué 8 minutes. Mais moi, je vais te dire... C'est le 2e joueur le moins utilisé par Lindy Ruff. Il a joué plus que Veleno, qui était 4e joueur de centre des Canadiens. Mais moi, j'ai une question pour toi. Mais attends une minute. Le premier but, c'est qui l'a marqué? Attends une minute. C'est qui a marqué le premier but? Non, je veux pas aller là. Non, j'ai une question pour toi, c'est important. C'est pas important. C'est Samuelson. Il était sur la glace avec qui? Josh Doan, Benson et Norris. Le meilleur trio des Sabres dans cette série. Vrai ou faux? Exact. Comment ça, si tu joues à la maison, tu as le dernier changement, les Canadiens ont leur 4e trio contre le meilleur trio des Sabres? Bonne question. Pas juste une belle face, moi, là. Non, mais c'est une bonne question. Je sais, mais ça a été ça toute la soirée. Tu sais, Veleno a un mauvais match hier. Il a joué un mauvais match hier. Parfait. Ça te tente pas d'envoyer Anderson avec Doc et Bolduc? Toi, t'es vissé. C'est Veleno avec ces 2 gars-là. Doc et Bolduc ont des bonnes séries dans les jambes. Oui. Doc a 4 buts. Bolduc en a 2. Avec toi. Ils sont nord-sud. Ce que t'étais pas hier, t'étais est-ouest fancy feast. Ils sont nord-sud. Ils jouent avec un scraper. Donne-le Anderson. Ouais. Parce que ton Doc est un peu perdu sur le premier but trio, aussi avec que pour moi est un 4e trio, ouais. C'est-à-dire Anderson, Dano et Texier, t'es pas bon hier. Non, ils pas bien joué hier. Non, ils ont pas Alors, ben moi, Anderson avec Bolduc et Doc, puis donne-le de la glace pour aller chercher un but en 3e. Tony, t'as besoin d'un but. Oui, t'as besoin d'un but. Qui va te le donner, Kirby Doc ou Philippe Dano? Mais il y a plus de chances que Doc te donne un but que Dano. T'as besoin d'un but. Je veux voir Doc sur la glace. Mais respect à Philippe, là. Philippe, il est là quand on protège une avance. Mais quand t'as besoin d'un but, on veut Kirby à la place de Philippe. Il a fait confiance à l'avantage numérique puis au premier trio, puis c'est eux autres qui n'ont pas donné de but aux Canadiens. C'est épouvantable. C'est ça le problème, là. C'est épouvantable. C'est là que le match s'est perdu. C'est l'avantage numérique de 4 minutes. Parle-moi de ta mère. Puis Parle-moi de ta maman. Les sabres. Parle-moi de ta maman. Qu'est-ce qu'elle a dit de Slav? À 4 games par année, là, elle a remarqué la même affaire que la mienne a remarqué, que tout le monde a remarqué. Ma mère m'a dit qu'elle veut que Slav joue plus nord-sud au lieu d'est-ouest parce que
il sera plus efficace en Nord-Sud. C'est N'est-ce ça pas? que m'a dit ma mère. Elle a tellement raison. Ma mère m'a aussi dit que maintenant que Cole y est hot, parce qu'il est marqué dans les 2 derniers matchs, Oui. que Cole va marquer aussi demain. En avantage numérique. Ma mère m'a aussi dit, puis elle me l'a dit avec beaucoup de peine dans la voix, qu'il faut envisager sortir Veleno demain pour mettre Kapanen. Puis ça fait mal parce qu'une Italienne qui veut sortir un Italien, là. Écoute, sa voix tremblait au téléphone, elle avait des larmes aux yeux. Je pense que j'ai fait un FaceTime avec, elle a son propre iPad. Là, C'est pour quoi? faire- Ta mère t'a menti juste une fois. Et moi, j'ai- Quand elle t'a dit qu'elle regardait 4 games. Parce qu'elle les regarde toutes, visiblement, puis elle connaît ça. Question en rafale, vite. Je veux pas de diatribe, réponds. Le Canadien a joué combien de matchs le samedi soir depuis le début des séries? 0. Cole Caulfield a marqué combien de buts cette année? 51. Combien le samedi soir? Si je ne me trompe pas, 21 ou 22. 22. Quel était l'ancien numéro de Cole Caulfield? 22. Oh, intéressant. Samedi soir, c'est le match numéro? 6. C'est le premier samedi soir? Oui. Le Canadien gagne demain à Buffalo. C'est le premier Caulfield samedi marque soir depuis quand? depuis... Dans les séries. Depuis 14 ans? Non. 16 ans? Non. Depuis le 6e match de la première série contre les Maple Leafs de Toronto en 2021. 2021. Quand le but de la victoire a été marqué par Jesperi Kotkaniemi. Qui l'eût Mais, comme l'a Qui l'eût souligné cru? Guillaume Villemer de TVA Sport, Oui. ça va être samedi soir, ça va être le premier match des séries devant des partisans parce que le Exact. match contre Toronto a été Exact. durant la COVID Tout à fait. depuis 2015. Quand même, hein? Alors, Caulfield, samedi, débloque à 5 contre 5. Le Canadien arrache une victoire au Sable demain, éclaire la série samedi à Montréal avec Monsieur samedi soir. J'espère que les Canadiens vont gagner cette série-là parce que depuis hier soir, je me pose une question. Est-ce que les Sabres l'ont gagné hier ou les Canadiens l'ont perdu? Le Canadien l'a perdu. Puis si t'appelles ta maman en sortant d'ici, elle va te dire que j'ai raison. Je sais qu'elle te le dit souvent. hein? Oui. D'ailleurs, je suis dû pour aller me faire bien nourrir Oui. par ta maman. Hein, parce Ma mère qu'on me mange dit bien que- chez Avec la Salle. Hein? J'en ai parlé hier de toi. Elle dit la meilleure décision que toi t'as prise, c'était de m'embaucher. Ouais, Elle a exact. toujours raison, ma mère. là. Elle a raison. Ouais. Canadien, 1-1 dans les 2 derniers matchs. 2-2 dans les 4 derniers. 3-3 dans les 6 derniers. 4-4 dans les 8 derniers. 5-5 dans les 10 derniers. 6-6 dans les 12 derniers. Non. 7-7 dans les 14 derniers. Le Canadien, tu as un club de 500? Contre 2 grosses équipes comme Tampa puis Buffalo, oui. Puis il n'y a pas de problème à l'être, là. OK. Tu sais, les 7-7, là, c'est pas contre les Riverhawks, les Cobras de Parc-Ouellet de Ville-la-Salle, là. C'est contre les Sabres de Buffalo puis le Lightning de Tampa Bay, là. C'est quand même de bonnes équipes. Quand même. Ceci étant dit, là, Ouais. les Sabres, ils sont pas si bons que leurs fiches. Tony, c'est... Ils sont très Moi, là, battables. c'est tellement évident qu'on est meilleur qu'eux autres. Le problème, c'est qu'on le sait. Faut que ces petits gars-là arrêtent de savoir qu'ils sont meilleurs. Faut que tu Faut qu'ils respectes jouent la avec game. l'œil du tigre comme ils avaient contre le Exact. Lightning de Tampa Faut Bay, que dans tu le rôle respectes toujours la de game. négliger. Respecte la game. Respecte la game. Hier, ils ont manqué de respect à la game. Ils ont manqué de respect à leur chandail et à leurs partisans. C'est plate, là, mais quand tu respectes pas la game, tu respectes pas les millions qui regardaient le match. C'était plein partout, en dedans, dehors, dans tous les bars, restaurants, tavernes du Québec. Et les millions, je te le dis, là, Ils vont rebondir. je te le dis. Martin a confiance. J'ai confiance que Tony. Martin va trouver les solutions. Quand t'as 1,8... J'espère qu'ils vont être en avance en troisième Quand t'as période. 1,8 million de téléviseurs allumés au match à TVA Sport, là, Oh. ça fait combien de monde en tout? Qui c'est qui regardait ça tout seul chez eux hier? Personne. Ben oui, mais pas 1,8 Mais pas million. beaucoup, là, c'est Tu sûr, comprends? là. Ça veut dire qu'il y a- que la moitié ou le 3/4 du Québec regarde le Canadien actuellement. Les petits gars doivent prendre conscience de ça. Ça vient avec une responsabilité. Prenez-vous en main. Affichez de la Ils vont maturité. le faire. Faut avoir la confiance dans la vie. Confiance. Let's go! Confiance. Hein, Dana White, c'est toujours spectaculaire. Eh, moi, c'est On va tout. parler du UFC au retour avec Ben Baudouin. Tantôt, Philippe Boucher. Ben Baudouin est avec nous pour parler du UFC. Ça va bien, Ben? Oh, à merveille. On va commencer à rebours avec l'UFC 328 parce que ça a tellement bardassé d'ailleurs la semaine passée. Tu m'as envoyé les images.
Tabaslac, m'a dire une affaire. Ça aurait pu vraiment mal virer, cette affaire-là. Au final, Strickland, quelle victoire impressionnante. Parlons de ce qui s'est passé dans la cage, effectivement, avant de parler de tout ce qui s'est passé à l'extérieur, comme tu l'as si bien mentionné, parce que l'animosité était assez intense. Mais oui, Strickland, Charles Strickland, américain, qui l'a emporté par décision partagée contre Khamzat Chimaev, le Tchétchène, qui était favori à 3 contre 1. Donc, Strickland confond les sceptiques une fois de plus. Il n'y a pas grand monde qui le mettait gagnant. Il faut se rappeler, c'est la deuxième fois qu'il cause une énorme surprise en combat de championnat. C'est lui qui avait détrôné Israël Adesanya il y a 3 ans, en 2023. Et là, il refait le même coup à Chimaev. Plusieurs pensent que Chimaev, cependant, a perdu en partie le combat sur la balance. Je t'explique. On a sorti les images, c'était la veille. Énormément de difficultés pour lui là, à faire la limite des 185 livres. On a appris par la suite qu'il prévoyait monter de catégorie chez les mi-lourds à 205 livres pour, par la suite, donc prise de masse, pour, par la suite, accepter ce combat dans sa catégorie à 185 livres, défendre sa ceinture. Donc, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est vrai? Il a vraiment manqué d'énergie dans son combat contre Strickland. Il a réussi un premier round sensationnel. Il a dominé. Et par la suite, on a vu vraiment qu'il a baissé de régime. Et Strickland en a profité. Les d'amener au sol était beaucoup plus difficile pour le Russe Chimaev. Et en combat debout, Strickland vend très, très, très chèrement sa peau. Chapeau quand même à Strickland. Là. À la trompette finale, là, il y a eu une petite accolade. Exact. On aurait pu penser que ça se poursuive ou... Bien, c'est ça, parce que là, on s'en parlait la semaine passée, à quel point ça a dépassé les bornes. Là. On menaçait de s'entretuer carrément, puis là, tu la vois, la réaction. Annonce de la victoire de Sean Strickland, mais accolade, tu l'as dit, on va la voir ici. On enterre la hache de guerre. C'est même Chimaev qui va mettre la ceinture autour de Strickland, la ceinture qu'il vient de perdre. Donc, ça fait encore débat 4 jours plus tard. Est-ce que tout ce qu'on s'est dit, les cris, les menaces, est-ce que c'était de la pure comédie ou on a juste enterré la hache de guerre après 25 minutes? Je pense qu'on est un peu dans le milieu. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable animosité, mais ça me fait penser un peu à Georges Saint-Pierre contre Nick Diaz. Il n'y a pas grand monde qui était capable de faire sortir Georges de ses gonds. Nick Diaz avait réussi, et par la suite, après une domination de GSP au Centre Bell, Diaz avait lui-même levé la main de Georges en voulant dire « ça fait 25 minutes, là, d'un côté et de l'autre, on a gagné le respect. » Tu sais, quand on règle nos comptes dans la cage, et pour en revenir à Strickland, qui redevient champion, donc, je l'aime presque maintenant, alors que c'est un être assez détestable, faut-il le dire. Mais là, après, il s'est excusé aux musulmans, aux Tchétchènes, à toute la communauté en disant « je suis vraiment allé trop loin dans mes commentaires, c'était de la promotion, mais j'ai dépassé les bornes. » Aurait-il fait s'il avait perdu? Je sais pas, on le saura probablement jamais, mais il a parlé du fait qu'il a eu une enfance difficile. Il dit « c'est vraiment dur de penser que tu peux être un bon gars quand, depuis ma tendre enfance, tout le monde me dit que je suis une merde, entre guillemets. » Donc, des moments presque attendrissants. Il dit « je veux être un meilleur modèle en étant champion. » Il va falloir qu'il règle certains commentaires, notamment sur les femmes et sur la communauté gay. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Au menu samedi? Oui, exact. Sur nos ondes, ce samedi de 18h sur TVA Sport 2, en même temps qu'un match 6, malheureusement. Donc, vous viendrez nous voir quand ça vous adonnera, peut-être. On se fait pas trop d'attente sur les codes d'écoute cette fin de semaine, mais c'est un bon combat quand même. Il faut mettre la table parce que Arnold Allen, un Anglais de 32 ans, c'est un Montréalais d'adoption. On s'entraîne depuis plusieurs années au Tristar sous la férule de Firas Zahabi, son maître. Firas ne sera pas dans son coin. Il a fait son camp en Angleterre cette fois-ci. Je lui ai demandé pourquoi. Quand je lui ai parlé cette semaine, il dit « j'ai passé énormément de temps, plusieurs mois à Montréal en début d'année pour mon combat précédent. Et là, quand je viens trop longtemps à Montréal, ça me coûte trop cher de taxes. Donc cette fois-ci, je suis resté en Angleterre. Donc, mais quand même, c'est un gars de l'élite. Vous le voyez, ça, c'est son combat contre Dan Hooker. Il est 1-3, c'est 4 derniers, cependant, mais c'est l'élite. Là. Il a perdu contre Max Holloway, il a perdu contre Mozart Evloev qui va se retrouver en combat de championnat, il a perdu contre Jean Silva également. Et il affronte un gars qui s'appelle Melquizael Costa. Donc, Costa, lui, c'est un Brésilien sur toute une séquence, 6 victoires de suite. Et regardez ce qu'il peut faire. Allen l'a dit, là, ce que je dois surveiller, c'est les coups de pied de ce Brésilien. Contre Morgan Charrière, il y a 2 combats à la tête. Vous allez voir contre Danny Gay, un gars qui n'avait jamais été terminé avant la limite, un coup de pied à courte distance directement au foie. Ce gars-là a vraiment des coups de pied sensationnels. Vous allez le voir ici à courte distance. Donc, Allen sait à quoi s'attendre, sait ce qu'il doit surveiller. Et est-ce que Costa est capable de rivaliser avec Allen, qui est depuis longtemps parmi l'élite? J'ai dit au foie, c'est évidemment directement dans le coup. Mais alors que Costa, ça va être son premier véritable test. Donc, c'est cette fin de semaine sur nos ondes.
Oh, il l'a jamais vu venir. Non, exact. OK, UFC Maison-Blanche, rapidement terminant, ça approche. Ben, ça approche parce qu'il y a eu une première conférence de presse officielle, c'était en marge de l'UFC 328, et premier face-à-face donc entre Ayman Zahabi et Sean O'Malley, le Québécois Zahabi, un qui est arrivé dans son plus beau costume, l'autre dans son plus beau suit de jogging. J'ai parlé à Arnold Allen, qui est un bon ami de Ayman Zahabi, qui s'entraîne au Tristar, ce qu'il pense de ce gros duel pour le Québécois. On peut écouter Arnold Allen. Ayman's he's on the rise, man. Like he's reached his prime at late 30s. He's turning it around. He's doing amazing, and it's great because having trained with him for so long, we always knew how great he was and how good he was. And I mean, better late than never, but he's showing it finally. So, I think he's going to go out there and I think he's going to get a win, and he's going to go on to that title fight, I think. Donc, c'est le 14 juin, UFC Maison-Blanche. La semaine prochaine, c'est sorti là, déjà. Prochain combat de Marc-André Barrios, ça va être le 18 juillet prochain contre Brad Tavares. Duel de vétérans, on va s'en reparler. Et je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles également concernant les frères Jourdain. On pourra s'en reparler la semaine prochaine. Merveilleux. Yes. Merci, Ben. Plaisir. Et bon gala samedi. Merci. Malgré tout. Ben oui, regarde, on est des yeux partout, hein. Pas le choix. La série Canadien Sabre dans l'œil aiguisé de Philippe Boucher à Capital Hockey. Billet de saison, autopsie de la défaite. Et Marc-André Perreault au Colorado de la série Wild Avalanche.